Bonjour à tous, je m'appelle Julien Coutier et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse de doctorat que j'ai réalisé au CEA dans le laboratoire de génomique et radiobiologie de la kératinopoïèse. Durant ma thèse de doctorat, je me suis donc intéressé au rôle du gène MXD4 dans le contrôle des fonctionnalités des cellules souches de l'épiderme humain. Donc ça va rester dans la même thématique globalement que ce que vient de vous présenter Christine, puisque, donc, comme elle vous l'a dit, la peau est composée de 3 couches, et l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et on s'est particulièrement intéressé au cours de ce travail à la couche basale de l'épiderme, puisque c'est cette couche qui abrite notamment les cellules souches kératinocytaires. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Oui, si, ça devrait être bien. Par contre, le son n'est pas très très bon. On entend des petits... Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Oui, d'accord. Donc, dans cette couche basale de l'épiderme, on va retrouver, donc c'est cette couche-là qui est très bien organisée. On va retrouver des cellules souches kératinocytaires. Et ces cellules souches kératinocytaires vont pouvoir proliférer pour donner naissance à des progéniteurs qui vont ensuite se différencier dans les couches supérieures de l'épiderme pour former les différentes couches épineuses, granuleuses et cornées. Et ces cellules souches kératinocytaires sont donc les garants de l'intégrité de l'épiderme, puisque en cas de dégâts sur la peau, et notamment sur l'épiderme, ce sont elles qui vont contribuer à réparer le tissu. Néanmoins, lorsqu'il y a des lésions qui sont trop importantes, notamment par exemple dans le cas de brûlures ou de lésions non cicatrisantes comme les ulcères de pied diabétiques ou les maladies comme la drépanocytose, des greffes de peau peuvent être nécessaires afin d'apporter un tissu extérieur pour aider à la régénération cutanée. Il existe de multiples stratégies de greffe de peau, qui peuvent aller de la xénogreffe avec par exemple de la peau de cochon, à des allogreffes avec de la peau de cadavre, ou enfin des modèles qui vont être beaucoup plus persistants en termes de cicatrisation, comme par exemple de l'autogreffe, ou enfin les substituts cutanés artificiels. Et c'est sur cette partie-là que je vais m'attarder aujourd'hui, puisque, en fait, à partir de cellules d'un prélèvement de patients, on va pouvoir extraire les kératinocytes de ce prélèvement, les amplifier en culture, pour pouvoir ensuite générer des substituts cutanés artificiels qu'on pourra ensuite aller regreffer chez ce patient. Néanmoins, derrière ce phénomène, il y a une problématique biologique qui est la suivante. À partir en fait d'un centimètre carré de biopsie, on va pouvoir, comme je vous le disais, amplifier les kératinocytes ex vivo. Et pour pouvoir greffer une grande surface corporelle, il va falloir procéder à une amplification qui peut aller jusqu'à 20 000 fois la quantité de cellules initiales, pour pouvoir couvrir environ 2 mètres carrés de peau. Et comme il va falloir énormément amplifier les kératinocytes, et que ces kératinocytes en culture vont avoir une tendance naturelle à aller vers la différenciation, et en fait, quand les kératinocytes se différencient, ils vont perdre leurs propriétés de prolifération et d'immaturité. Et c'est ces propriétés-là qui permettent une bonne régénération, une bonne régénération cutanée, et qui permettent de reconstituer un épiderme. Donc il va falloir, pour favoriser l'expansion ex vivo en maintenant la fonctionnalité de ces cellules, d'abord, premièrement, stimuler la prolifération, puisqu'on veut augmenter le nombre de cellules dont on dispose pour pouvoir réaliser des greffes. Et en même temps, de manière simultanée, il va falloir inhiber la différenciation de ces kératinocytes, ce qui va convenir à favoriser l'autorenouvellement de ces cellules. Donc, pour cela, il est nécessaire de développer des outils moléculaires qui permettent de contrôler cet autorenouvellement. Donc, afin de comprendre ce mécanisme d'autorenouvellement et de trouver des outils qui permettent de le contrôler, le laboratoire où j'ai fait ma thèse a identifié, en fait, séparé par cytométrie en flux, des cellules souches de kératinocytes, donc c'est la fenêtre du bas, versus des progéniteurs de kératinocytes, donc des cellules un peu plus différenciées que des cellules souches.
et a effectué un crypte transcriptomique. Donc ça veut dire il a regardé, l'étude a consisté à regarder l'expression de tous les transcrits présents dans chacune de ces populations cellulaires. Parmi cette énorme liste de gènes qui en est ressortie, le laboratoire a identifié le gène MXD4 qui code le facteur de transcription MAD4 comme étant largement surexprimé dans les cellules souches de l'épiderme. Donc l'hypothèse de départ de ce travail, c'était de s'intéresser à l'importance du facteur de transcription MAD4 dans la biologie de cette population de cellules souches de kératinocytes. Donc pour ça, on a utilisé une approche expérimentale de génomique fonctionnelle. Donc je vous expliquerai juste après en quoi consiste la génomique fonctionnelle. Mais tout d'abord, le modèle cellulaire que nous avons utilisé est un modèle de précurseur kératinocytaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a isolé tous les kératinocytes de la couche basale de l'épiderme, on les a mis en culture, et par des méthodes simplement de tri par adhésion au support collagène 1, on peut récupérer la fraction de kératinocytes précurseurs. On a ensuite utilisé cette fraction de kératinocytes précurseurs qui donc représente une portion de cellules souches kératinocytaires pour induire une perturbation génétique de notre gène d'intérêt, donc le gène MXD4, afin de générer deux contextes cellulaires. Un contexte cellulaire où le gène n'est pas impacté, donc on a des cellules normales, et un contexte cellulaire où on va réprimer l'expression de notre facteur d'intérêt. Ensuite, et c'est là qu'intervient la génomique fonctionnelle, on va réaliser à partir de ces cellules modifiées génétiquement des études fonctionnelles, tout d'abord au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, puis au niveau tissulaire. Donc, quand on s'intéresse à l'effet de la répression de MXD4, tout d'abord sur l'immaturité des précurseurs kératinocytaires, on a tout d'abord donc réalisé également une étude transcriptomique pour avoir une vision globale de l'expression des gènes dans chacun des deux contextes. Ce que vous pouvez voir ici, en rouge, enfin dans les tons chauds, on va dire, ce sont les gènes qui vont être surexprimés dans un contexte, et en vert, les gènes qui vont être réprimés dans ce même contexte. Et on peut voir une surexpression d'un certain nombre de marqueurs, comme la kératine 5 ou P63, qui sont des marqueurs des kératinocytes basaux dans le contexte où on réprime l'expression de MXD4. Toujours dans ce même contexte, on a confirmé cette modulation de marqueurs, par exemple pour l'intégrine alpha 6 et également pour P63, qui sont des marqueurs très documentés dans la littérature et très importants pour la biologie de ces cellules, et qui sont en lien avec leur définition de cellules souches kératinocytaires. À l'opposé, on a également regardé l'expression de marqueurs de différenciation. Et vous pouvez voir que dans le contexte où on réprime l'expression de MXD4, on a une diminution de l'expression de ces marqueurs de différenciation, comme l'involucrine, la kératine 1 ou la kératine 10. Donc en fait, réprimer MXD4 permet d'empêcher la différenciation cellulaire et d'augmenter l'immaturité de ces cellules. Quand on s'intéresse ensuite aux fonctions de ces cellules dans les deux contextes, donc on a tout d'abord cherché à étudier la prolifération de ces cellules et quel est l'impact de la répression de MXD4 sur le caractère prolifératif des kératinocytes. Donc lorsqu'on s'intéresse à la prolifération précoce, on constate au bout de 24 heures de culture qu'il y a une plus grande proportion de cellules MXD4 knockdown qui ont effectué 2 divisions ou plus, comparé aux cellules contrôle. Ici, vous pouvez voir ce que ça donne à 24 heures. Globalement, une photo représentative de la culture à 24 heures. On a ensuite cultivé ces cellules en culture de masse pendant environ 1 mois, et on constate en gris le nombre de doublements cumulés des cellules wild type et en rouge le nombre de doublements cumulés des cellules knockdown. Et on constate que les cellules où MAD4 est réprimé permettent une meilleure amplification de ces kératinocytes. On a ensuite regardé leur potentiel clonogénique, c'est-à-dire leur potentiel à générer un clone, une colonie, à partir d'une cellule unique. Donc pour ça, on doit isoler par cytométrie en flux des kératinocytes individuels, puis au bout de 15 jours de culture, compter le nombre de
de clones qui ont été générés à partir de ces cultures initiales. Vous pouvez voir en gris le nombre de clones générés à partir des cellules wild type et le nombre de clones générés à partir des cellules knockdown, où on constate une forte augmentation du nombre de clones et également du nombre de cellules par clone qui est représenté sur l'axe des Y. On s'est ensuite intéressé aux effecteurs du cycle cellulaire, et notamment à l'aide des études transcriptomiques réalisées précédemment, où on peut voir que presque tous les activateurs du cycle cellulaire sont fortement surexprimés dans la condition knockdown, alors que les inhibiteurs du cycle sont, eux, réprimés. Cela se traduit par également une augmentation de l'expression de l'ARN messager de Ki67, qui est un marqueur de prolifération, et ça se retrouve au niveau de l'expression de la protéine Ki67, où on a un plus grand pourcentage de cellules positives pour ce marqueur dans les cellules MXD4 knockdown. Donc, la répression de MXD4 accroît la prolifération des précurseurs kératinocytaires. Enfin, la dernière fonctionnalité et probablement la plus importante de ces cellules est leur aptitude à reconstruire un épiderme. Et donc, on a comparé la capacité de reconstruction des kératinocytes wild type et knockdown en se plaçant dans un contexte que je vais appeler ici contexte limite, c'est-à-dire un contexte où les cellules non transformées, les cellules contrôle, ne sont plus capables de reconstruire un épiderme pluristratifié correct. Comme vous pouvez le voir en figure A, où ici on a un épiderme qui est très fin, on n'a quasiment pas d'organisation de la couche basale et une couche cornée qui est presque inexistante. En revanche, lorsqu'on se place dans ce contexte limite et qu'on reconstruit de l'épiderme avec des cellules knockdown, on observe un épiderme pluristratifié normal avec une orientation de la couche basale, toutes les couches intermédiaires et également une présence de couches cornées. Quand on mesure l'épaisseur de cet épiderme, on constate un épiderme présentant une épaisseur normale dans les cellules knockdown versus les cellules contrôle. On a également quantifié l'orientation des cellules de la couche basale de ces épidermes, puisque ça, c'est un paramètre qui est très important. Dans l'épiderme humain normal, on a une orientation apicobasale, c'est-à-dire verticale des cellules. Et donc, vous pouvez voir que lorsqu'on réprime le gène MXD4, on a une meilleure orientation des cellules de la couche basale. Enfin, on a mesuré deux paramètres fonctionnels qui représentent la fonction barrière de cet épiderme. La première, c'est une mesure de TUL. Donc TUL, ça veut dire transépidermal water loss. C'est donc une mesure de l'évaporation d'eau à travers le tissu. Et on constate que cette mesure est inférieure dans les cellules knockdown, ce qui suggère une évaporation d'eau moindre dans les épidermes reconstruits à partir de cellules où MXD4 est réprimé. Le deuxième test est un test qu'on appelle Lucifer Yellow, qui consiste à déposer un colorant à la surface de l'épiderme et à mesurer la perméabilité du tissu et donc à mesurer en fait la fonction barrière de l'épiderme. Et on peut constater qu'il y a une diffusion, donc en gris c'est les wild type et en rouge les knockdown, et on peut constater que les wild type sont au-dessus des knockdown, ce qui indique une diffusion supérieure du colorant dans les épidermes wild type versus knockdown. Et donc ça va dans le même sens que les mesures de TUL qui indiquent une fonction barrière, qui suggère une fonction barrière accrue lorsqu'on utilise des cellules MXD4 knockdown. Enfin, on a regardé quelques marqueurs histologiques pour vérifier que l'expression de ces marqueurs était normale et n'était pas altérée lorsqu'on modifie l'expression de ce gène. Et effectivement, pour l'intégrine alpha-6, la laminine 5 et l'involucrine, on constate une répartition normale de ce marquage. Donc pour conclure, MAD4 a bien un effet sur deux balances, la balance immaturité versus différenciation et la balance prolifération versus quiescence. Et ces deux balances vont conduire à une régénération épidermique accrue dans le contexte où MAD4 est réprimé. Et donc ce travail a permis d'identifier MAD4 comme un régulateur majeur de la fonctionnalité des cellules souches kératinocytaires. Au niveau des perspectives de ce travail, ça pourrait permettre donc un meilleur contrôle des fonctionnalités des cellules souches kératinocytaires pendant les phases d'amplification ex vivo.
et donc pourrait conduire éventuellement à la génération de substituts cutanés de nouvelle génération, par exemple à l'aide de cellules dérivées de cellules souches pluripotentes, comme vous a présenté Christine Baldeschi, et également à améliorer les fonctionnalités de ces cellules, donc adultes ou dérivées de cellules souches, avec par exemple des molécules qui permettraient de contrôler la fonctionnalité de ces cellules en sortie de production. Je voudrais finir par remercier les organisateurs de ce congrès qui m'ont permis de présenter mon travail aujourd'hui, et puis surtout également tous les membres du labo où j'ai fait ma thèse, et notamment Michel et Nicolas pour l'encadrement, également Frédéric avec qui j'ai passé beaucoup de temps en manip, et puis tout le personnel de l'Institut qui m'a aidé pour les séquençages, également les personnels des plateformes de Généton. Et puis Christine, avec qui maintenant on collabore, puisque je travaille maintenant dans son équipe. Voilà, je vous remercie.